Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur le plateau de Déo et Débat. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous et merci à nos amis qui acceptent d'y répondre. Ce soir, c'est la dernière de la saison, bien sûr, mais c'est aussi la dernière tout court après 10 années. Alors on va en profiter un maximum et de la liberté de pensée et de parole de ceux qui nous font l'amitié de nous rejoindre une fois de plus. Avec nous, Isabelle de la Garandrie. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Philippine. Merci d'être avec nous, vierge consacrée du diocèse de Nanterre, prof de lettres. Dis donc, et le bac, alors c'est passé ça? C'est en cours. Ouh là là. C'est dur. Longue journée d'oraux, mais surtout pour les candidats. D'accord, mais toi, tu es jury aussi? C'est ça, je passe la journée à écouter les candidats. T'es sympa comme jury? Je sais pas, c'est aux élèves de le dire, qu'ils écrivent à l'antenne pour le dire. Bon, et puis doctorante en cours de rédaction? Toujours, ça, exactement. La question qu'il ne faut pas poser aux doctorants, ça avance? Ça ne recule pas, c'est ce que j'aime bien dire. Non, mais ça avance, mais à son rythme. Bon. Rythme posé, calme. Et à part tout ça qui est déjà beaucoup, oui. C'est quoi ton actu? Eh bien, j'ai finalisé un petit projet de livre qui sortira début septembre, qui s'appelle « Dieu, les chats et nous » chez Desclés de Brouwer. En fait, il n'y avait rien sur les chats. On imagine le chat chez les sorcières, tout ça. Et je me suis dit que ça valait le coup de faire un point. Quid du chat dans la théologie de la création? Mauvais ou au contraire très bon? Et puis, est-ce que le chat dans notre vie spirituelle, ça a un sens ou pas du tout? Donc c'est un petit essai, un peu léger. Et j'espère que dans les gens bonnes librairies à la rentrée. Exactement. Voilà, et une filiation avec Benoît XVI tout à fait assumée. J'ai demandé conseil à son secrétaire. Carrément. Bon, en septembre. Alors, merci d'être là, Isabelle. Merci aussi à Clotilde Brossolet, éditrice. Mais je ne viens pas parler d'un livre aujourd'hui, en actu. Non, pourtant, j'ai lu plein de choses géniales en littérature. Tu as réussi à me surprendre. Oui, mais en fait, là, depuis 3 ans, j'anime une formation dans le cadre de l'école Thomas More, appuyée sur le think tank Thomas More, qui accompagne des gens qui veulent s'engager dans la société, soit dans un engagement politique, soit un engagement civique ou associatif. Et là, ce week-end, c'est le week-end de conclusion de la 3e promotion. Et donc, c'est 25 personnes qui, pendant 6 mois, se sont formés à une anthropologie d'inspiration chrétienne, qui ont acquis une culture générale sur les grandes questions politiques, qui ont eu beaucoup de témoignages et qui ont pendant 6 mois discerné sur quel était leur espace de responsabilité et comment ils pouvaient s'engager dans notre société au service du bien commun. Et donc voilà, dimanche, ces 25 personnes de cette promo vont présenter leur projet d'engagement et les premières étapes de mise en œuvre de cet engagement. Donc je suis vraiment très heureuse d'accompagner ces gens-là. Bravo à eux. Et si on veut en savoir plus, ça existe sur Internet? Voilà, sur Internet, École Thomas More. Et la semaine lundi, là, nous faisons une visio de formation sur le leadership dans l'engagement pour donner un peu à voir ce que nous sommes capables de faire. Comme l'émission est multidiffusée pendant une semaine, il y a la moitié des diffusions où ce que tu dis sera tout à fait périmé, mais ça n'empêche pas d'aller voir. École Thomas More. D'aller voir le plus simple. Sur Internet. Avec nous également sur ce plateau et que j'ai la joie d'avoir comme voisin ce soir, Pierre Durieux. Bonsoir Pierre. Bonsoir Philippine. Bonsoir à chacun. Délégué général des villages Saint-Joseph. C'est la Fédération des villages Saint-Joseph. Exactement. Et moi, mon actu, elle n'est pas liée au village, mais j'ai la joie de partir ce week-end au Mont-Saint-Michel avec 700 pères de famille. On va marcher, on va prier, on va se parler de paternité, de conjugalité. Voilà, c'est un rendez-vous, je crois que c'est le 50e anniversaire de ces rassemblements dans le sillage de celui bien connu de Cotignac, mais en fait qui se sont répandus dans plein de lieux. Et donc, pour ma part, je marcherai vers le Mont-Saint-Michel. Génial, bon Pélé. Merci. Et puis, il y a encore 2 invités avec nous que je présente en dernier parce qu'ils étaient là à la première, figurez-vous, il y a 10 ans. C'est dire la fidélité du rond de serviette dans cette émission. Jean-Marie Andrès. Bonsoir Jean-Marie. Salut. Militant familial, père, grand-père, bon connaisseur des marchés financiers dans le civil. Oui. C'est pas le plus drôle, ça. Qu'est-ce qui a retenu ton intérêt? Eh bien, les AFC ont fait une enquête avec OpinionWay sur les causes des fractures familiales, des séparations. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc je vous le signale, c'est afc-france.org, donc c'est intéressant de prendre compte. Les conclusions, je les trouve encore insuffisantes, et c'est peut-être ça qui me conduit à
à vous inviter à regarder que la première cause que les gens avancent, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas, en réalité, de valeurs communes ou de projets communs. Et c'est tellement différent de ce que Carole Wojtyla, dans La boutique de l'orfèvre, nous enseigne, que ma foi, je vous invite à aller reprendre contact avec soit ce film, parce que ça a été tourné à de nombreuses reprises, dont par les AFC, soit en achetant le bouquin, ça doit se trouver au moins 2 cases sur Amazon, parce qu'il y a vraiment des secrets à découvrir, je crois. Merci Jean-Marie. Et François Huguenin est avec nous aussi, historien des idées, essayiste. Merci d'être parmi les grands anciens. Je peux confier au public ce soir que cette émission, elle est née avec toi, parce que tu as été dans une vie antérieure directeur de la Procure, où nous tournons cette émission L'Esprit des Lettres, qui est une ancienne émission de la chaîne en partenariat avec Le Jour du Seigneur, La Procure et KTO. Et après l'émission, on avait coutume de passer un petit moment avec les invités pendant qu'on rangeait le plateau, assez convivial, de boire un verre, on peut le dire, il y a prescription de toute façon. Voilà. Et on se disait parfois, c'était tellement passionnant qu'on aurait dû filmer aussi ce moment-là. Et c'est de là qu'est née l'idée, voilà, d'inviter des cathos un peu en liberté, qui posent leur casquette, leur étiquette sociale à l'entrée, et puis qui acceptent de partager leurs réflexions sur le monde et l'Église tels qu'ils vont. Donc merci pour cette belle inspiration. Et ton actu? Mon actualité, c'est la ressortie d'un livre que j'avais publié en 2018 qui s'appelait Le Pari chrétien, qui était un essai sur comment être catholique dans un monde en politique, dans un monde qui ne l'est plus. Ça reparaîtra en poche aux éditions du Cerf. Voilà, et j'incite tous ceux qui ne l'ont pas déjà lu à l'acheter en librairie et pas chez Amazon, bien évidemment. Et c'est brillant. Enfin, moi, ça fait partie des livres qui m'ont construite. C'est vraiment. C'est pas parce que c'est la dernière que non, mais vraiment pleure. Ouais, voilà, ça va pas de... C'était pas le but Il y a de une l'émission. dizaine de livres à partir Oui, il y a quelques desquels j'ai lacunes aussi, réfléchi quand même. sur la question politique et celui-ci. Mais merci. Durieux dit qu'il y a des lacunes. Il y a quelques lacunes. Toujours. Mais il ne l'a pas lu. Toujours. Lui. Mais il le lira. Bon, merci en tout cas à tous les 5 et merci de partager avec nous aussi vos engagements et ce que vous vivez, parce que dans les retours de téléspectateurs, ça fait partie des choses qui reviennent régulièrement. Il y en a qui disent « Ma partie préférée de l'émission, c'est le premier tour de table », parce que ça manifeste la richesse de nos engagements aux uns et aux autres dans la société et des différents points de vue, modes et états de vie qu'on peut croiser. Chers amis, bon, le sujet des parvis de ces temps-ci, c'est quand même la venue du pape en France. Et pardon, une fois de plus, à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs, mais vous connaissez le chauvinisme et le nombrilisme des Français, donc c'est une affaire qui nous occupe évidemment beaucoup. D'abord parce que c'est une source de joie quand même d'accueillir le pape. Pour un pays, c'est plutôt chouette. On a assez pleuré de ne pas l'avoir accueilli depuis un peu longtemps. Et donc moi, je voulais savoir, voilà, au fur et à mesure que les éléments du programme sont publiés, que les étapes sont annoncées, comment vous receviez tout ça? Est-ce que vous vous préparez à y aller? Est-ce que vous avez déjà vos tickets ou presque? Comment ça se passe? Clotilde, à fond, à fond? Je ne sais pas si je suis à fond, mais je suis très heureuse. En fait, je pense que notre pays a besoin de cette visite. On sera à quelques mois des élections présidentielles, dans un pays qui est extrêmement polarisé, clivé. Et je pense que le pape peut apporter une parole prophétique. Alors, il ne faut pas se leurrer sur les enjeux politiques pour Emmanuel Macron, mais je pense que justement, il faut effacer tout ça, il faut passer au-delà. Je vois aussi l'enthousiasme de mes enfants, jeunes adultes, adolescents, qui se disent « Ah, c'est l'occasion », enfin voilà, qui ont été, pour les jeunes adultes qui ont été au JMJ, mais en fait, c'est aussi... Ça sera leur Bourget à eux. Voilà, exactement. C'est l'occasion pour eux de se réinscrire dans l'Église universelle, mais aussi institutionnelle. Et c'est vrai, moi, ça a été titré, je suis une fille de Jean-Paul II. Je trouve que chaque génération a besoin de s'identifier à un pape. Donc, en fait, elle est aussi portée. Et donc, je suis très heureuse que Léon XIV arrive quand même en France assez vite de ce point de vue-là. On précise quand même sur le calendrier politique, parce qu'on a beaucoup entendu le risque de récupération, ça peut inquiéter certains. Le Vatican est quand même assez finot dans cette affaire, parce qu'Emmanuel Macron, par définition, il ne peut pas se représenter ce coup-ci, et le pape vient 6 mois avant l'élection. C'est parfait. Pas pendant la période de campagne. Donc le fait qu'il ait une photo avec le sortant... Et c'est là où on voit que le Vatican est un fin politique. C'est finot.
Isabelle, à fond Moi, je suis vraiment à fond, je suis ravie. Vraiment une très grande joie. Alors, je ne sais pas encore à quel moment j'irai dans le programme, mais c'est vrai que je le vois au prisme de mon engagement, qui, rappelons-le, même si je l'ai déjà dit sur cette antenne, c'est l'Assemblée ecclésiale provinciale. Donc, j'ai en tête tous ces catéchumènes, ces néophytes, et tous ceux-là qui attendent, qui sont en train de croître dans la foi, et qui attendent tout simplement des paroles d'encouragement. Et je suis vraiment certaine que le pape va les aider à s'enraciner davantage dans la foi, et ça me réjouit, mais énormément. Ça fait partie en tout cas des sujets qui probablement ont contribué à le décider, avec l'insistance du cardinal Evelyn, l'invitation de Monseigneur Ulrich, etc. Mais ce phénomène des catéchumènes en France, il en sera probablement question pendant la visite. Et puis, il y a quelques rendez-vous qui ont été annoncés, une veillée avec les jeunes, une grand-messe à Paris, une à Lourdes, une à Metz, un temps évidemment à Notre-Dame de Paris avec les consacrés. Est-ce que vous aussi, vous êtes impatients, messieurs ? Écoute, moi, il se trouve que comme je suis aussi un papy de la génération Jean-Paul II, il y a quelque chose qui a accroché mon regard, c'est sa possible intervention à l'UNESCO. Et je me suis souvenu que Jean-Paul II, en juin 80, 1980, pas 1880, était intervenu donc à l'UNESCO. Alors, c'était pas à Paris. Et il avait prononcé un discours que ça fait longtemps que je trouve remarquable, et en particulier qui soulève des questions qui avaient des réponses à cette époque-là par Jean-Paul II, mais qui auraient besoin de réponses sans doute pour nos temps d'aujourd'hui, en particulier sur le rôle de la culture dans l'épanouissement des hommes, dans la manière de faire nation. Et à un moment, on se pose quand même pas mal de questions, y compris dans le contexte d'une future proche élection présidentielle, sur la problématique de l'immigration. Et donc, je me prends à rêver, avec le style qui est le sien, Léon XIV traitant de ce sujet-là, je pense qu'on va apprendre des choses intéressantes. Moi, j'avoue que je suis très heureux que le pape Léon vienne si vite en France. Parce que, voilà, on avait attendu quand même depuis longtemps. Et là, toute évidence, moi, ce qui me touche vraiment de manière très simple, en tant que Français, c'est que j'ai l'impression que ça lui fait plaisir de venir en France. Et moi, je me sens heureux de savoir que le pape est content de venir en France. Voilà, c'est une joie presque enfantine, mais j'avoue que je suis très heureux de ça. Exactement. Moi, j'attends de cette visite un geste de tendresse de notre Sainte Mère l'Église pour notre pays, la France. C'est vrai que le pape François, qui aimait la France, contrairement à ce qu'on disait, qui était pétri de culture française, il n'a pas eu ces gestes-là. Il a eu beaucoup d'autres gestes dans son pontificat, et à l'endroit des plus pauvres en particulier, et on lui en est tous reconnaissants. Mais à l'endroit de la France, il y avait comme une forme de distance qui nous a tous peut-être un peu émoustillés, dans le mauvais sens du terme. Et donc là, ça y est, on sent que la France n'est pas une option parmi d'autres et qui vient assez vite, il est vrai. J'espère qu'il aura des accents prophétiques à la Jean-Paul II, voilà, à la fille aînée de l'Église. Peut-être même si cette appellation, pour une part, est passée. Est-ce qu'il va la réveiller ? Est-ce qu'il va nous engueuler ? Il aura le droit d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il va nous encourager ? Pas trop sa pédagogie. Hein. Non. Est-ce qu'il va nous encourager ? Est-ce qu'il va nous interroger ? Il aurait le droit aussi. De ce point de vue-là, moi, j'attends rien. J'attends surtout de savoir ce qu'il a envie de nous dire. Ça, c'est sa liberté. Et puis bon, rappelons-le, le pape, il est là pour affermir ses frères dans la foi. Et qu'est-ce qu'il a envie de dire à ses frères chrétiens de France ? C'est ça que j'attends avec... Alors de France et au-delà, parce qu'il y a la dimension européenne avec l'étape à Metz, et qu'on a déjà vu avec le voyage en Espagne, parce que l'Espagne a attendu encore beaucoup plus longtemps que nous une nouvelle visite de pape, et faisait partie de ces vieux pays européens que François a choisi de ne pas mettre sur son planning de voyage. Et on a vu déjà des propos du pape sur la question de l'Europe. L'accueil de la complexité peut être le cadeau que l'Europe fait au monde, a dit le pape au Palais Royal de Madrid. Là, l'étape à Metz avec Robert Schuman, il y aura évidemment une dimension Europe. Comment on reconstruit la paix quand on s'est tellement déchiré comme ce continent l'a fait, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si on compare, en fait, il y a une similarité
dans la structure des voyages entre l'Espagne et la France, avec une dimension pastorale, une dimension sur la fragilité. Et là, on voit bien, il va à Lourdes. A priori, il va visiter le centre de soins palliatifs, l'établissement de soins palliatifs Jeanne Garnier, alors que la loi fin de vie devrait être votée en France. Donc, en gros, il va y avoir une parole prophétique qui va être posée. Vous avez voté une loi qui n'est pas celle qui est en faveur de la dignité des personnes. Mais moi, derrière cette loi, ce que je vous rappelle, c'est qu'il y a des malades qui ont besoin d'être soignés. Donc je trouve ça très beau. Ça, c'est des éléments du programme qui ne sont pas confirmés encore. Pas confirmés, mais je trouve que c'est quand même intéressant de dire que ça peut être possible. Et je pense que ça doit faire un petit peu flipper certains de nos autorités publiques. Et moi, je suis assez attentive sur ce qui va être dit à la fois à l'UNESCO et à Metz. Parce que je trouve que l'Église est assez fascinée par ces grandes organisations multigouvernementales qui sont en faveur de la paix, qui ont un discours très beau. Et je trouve qu'elle manque souvent, et notamment la Conférence des évêques de France sur la construction européenne, d'esprit critique. L'UNESCO, c'est une agence de l'ONU. L'ONU, c'est une agence qui prône le malthusianisme, la restriction des naissances, et qui pense que l'émancipation des femmes, d'un point de vue de la culture, à l'UNESCO, passe aussi, et d'abord, même presque essentiellement, par le contrôle des naissances et l'avortement. Et j'aimerais quand même que notre pape ne se laisse pas éblouir par le projet culturel de l'UNESCO et regarde ce qu'a été l'agenda 21, l'agenda 2030 aujourd'hui de l'UNESCO, et aussi ce regard critique sur l'Union européenne. La construction européenne a un objectif qui est magnifique, qui est la paix, mais le fondement, c'est la solidarité des intérêts économiques. Et c'est devenu aujourd'hui un objet extrêmement technique, technocratique, très loin des souverainetés populaires, qui s'est émancipé des nations. Oui. Et on n'est pas dans une logique de souveraineté fédéraliste, non, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est un objet. Et j'aimerais que le pape ait ce regard critique pour dire, c'est pas parce que l'objectif est bon que les moyens que vous utilisez sont bons. Et ça, voilà, j'aimerais bien qu'on ne se fasse pas... Moi, j'espère aussi qu'on ne sera pas seulement dans l'ordre du discours et dans l'ordre du signe et du geste. J'ai bien aimé que dans la dernière encyclique du pape, Magnificat Humanitas, ils disent « J'invite à préserver des lieux et des moments où la rencontre physique est déterminante, et notamment la table partagée ». Et j'espère que, un peu dans le sillage du pape François, il ira visiter ces lieux de tables partagées. On pense bien sûr ici à Lazare et à Lapa, à Simon de Cyrène et à Marthe et Marie, et peut-être même au village Saint-Joseph. Tous les petits éléments, il faut le dire, du voyage ne sont pas encore... Voilà, de l'habitat partagé pour montrer, au-delà des discours, je rappelle cette phrase de Confucius qui m'anime beaucoup en ce moment, « Ce que j'entends, je l'oublie, ce que je vois, je m'en souviens, et ce que j'expérimente, je le comprends ». J'espère que le pape va aussi prendre ce temps pour montrer des choses, et puis pour expérimenter, et pour voir aussi peut-être un peu une grâce française, si je peux me permettre. Avec toutes les critiques que tu as mentionnées, il y a aussi le soutien explicite et affiché du pape et du Saint-Siège au multilatéralisme comme très étant important. Le moyen de se parler dans le monde plutôt que de céder purement à la logique de puissance qui semble prévaloir. Diplomatie du dialogue à diplomatie de la force, de la et donc les instances internationales à ce titre, que ce soit l'Europe ou les agences de l'ONU, demeurent des lieux aussi là où Clotilde à investir. Sans que je puisse déployer la même flamme qu'elle, elle a raison de montrer qu'il y a une nouveauté dans le multilatéralisme qui reste à développer, qui est que, pour l'instant, ça a plutôt produit des instances qui sont stériles. Et donc, il y a quand même quelque chose à faire. Hein, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Alors, c'est là où, de toute façon, un pape, il n'est pas là pour faire. C'est à nous de faire. Hein, c'est aux laïcs de prendre les choses. C'est en cela où Schuman est un type extraordinaire à regarder. Mais s'il dit des choses, je pense que ça va avoir des impacts. En Espagne, il a dit des choses. Il y avait plusieurs étapes dans son voyage. Madrid, Barcelone, on a tous vu les images somptueuses de la Sagrada Familia qui ont fait dire à certains en France la barre est assez haut, entre 1,5 million de personnes à la messe à Madrid et l'illumination de la Sagrada Familia. Les Espagnols ont fait un beau succès. Mais il y avait la troisième étape du voyage qui était le premier motif
de ce voyage prévu initialement pour le pape François, qui était les Canaries, et la question des migrants. Et moi, je voulais qu'on en dise un mot, parce que j'ai l'impression que c'est la nouvelle ligne de fracture interne au catho, en fait, mais peut-être que je me trompe, hein, mais on a connu les années tradis progressistes ou conservateurs progressistes, on a connu les débats liturgiques qui existent encore, mais aujourd'hui, sur l'immigration, il y a une vraie possibilité de se fâcher. Et moi, ce que je trouve intéressant, enfin, dans le discours aux Canaries, directement aux migrants, c'est qu'on n'est pas en train de disserter pendant des heures sur la question de l'immigration. Il a d'abord parlé à ces migrants en tant que personnes et il leur a pleinement rappelé leur dignité. Et un élément du discours qui m'a particulièrement touchée, c'est vraiment le fait qu'ils étaient capables aussi de donner de leur culture, de leur identité, même quand ils n'avaient rien, ils étaient capables de donner. Et en ce sens, j'ai trouvé son discours vraiment admirable, parce qu'en fait, il mettait l'accent sur ce qui est vraiment prioritaire surtout, c'est la question de la dignité. Il a, dans le même paragraphe, souligné leur devoir de se conformer aux lois du pays qui les accueille, d'en apprendre la culture et la langue. Complètement, et de s'intégrer. Oui, faire aussi la démarche. Et avec un sens, j'ai l'impression, hein, on ne le connaît pas depuis très longtemps, Léon XIV, mais avec un sens, je pense, du pragmatisme au bon sens du mot, il dit aussi très clairement que tout être humain devrait ne pas être obligé de fuir son pays d'origine. Et donc, il y a aussi le rappel que, en fait, la migration n'est pas quelque chose qui est en soi beau, magnifique et extraordinaire, et que souvent les gens qui fuient leur pays, c'est parce qu'ils sont contraints de le faire, qu'ils ne peuvent plus y habiter dans la paix. Et parfois dans la sécurité. Donc ça, je pense que c'est aussi très important, parce que c'est quelqu'un qui me semble avoir les pieds sur terre quand il dit un certain nombre de choses. Et je crois que, voilà, je pense que c'est important. Et pour prendre ton registre, hein, qui était un peu conflictuel, alors pas seulement entre les cathos, parce qu'en fait, ça va être un très fort sujet pour la campagne présidentielle aussi. Le pape a prononcé un mot du genre « Qu'est-ce que nous avons fait de ce monde, en fait ?» Et je trouve que c'est ça qui devrait être notre débat, c'est-à-dire non pas traiter de l'immigration autour du « est-ce qu'il faut des camps pour la remigration, est-ce qu'il faut des trucs… mais plutôt en termes de « mais qu'est-ce que nous, en France ?» Nous, en Europe, on a envie de faire, on a besoin de faire pour que ce soit un monde, en fait, qui justement permette qu'il y ait des tas de gens qui n'aient pas besoin au point d'être obligés de se prostituer, etc. Parce que la vie des migrants, c'est quand même pas, c'est pas le départ en vacances en Méditerranée cet été. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fasse vraiment quelque chose de différent au niveau du monde, pas au niveau juste de la France, quoi. Je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre François et Léon XIV. C'est-à-dire que François, il alerte sur la dimension profondément humanitaire de la question de la migration. Voilà, Lampedusa, maintenant ça suffit. On ne peut pas faire comme si la Méditerranée n'était pas devenue un cimetière. En tout cas, c'est ce qu'il dit aux Européens. Et donc, c'est vraiment l'Église en tant qu'hôpital de campagne. Et une fois que ce cri d'alerte est posé, Léon XIV peut arriver et avoir un discours, on va dire, plus pragmatique, comme tu le disais, peut-être plus politique, en disant… moi, j'ai le sentiment qu'il prend le sujet de la migration dans son ensemble. Et autant François a fixé, et c'était nécessaire, parce que les migrants, c'était vraiment un amas de personnes dont on se fichait totalement, lui, il dit, attention, voilà, maintenant qu'on a pris conscience que les migrants étaient des personnes, Léon XIV ne cesse de le redire, mais il nous dit, en fait, il va falloir de la coopération pour lutter contre les passeurs, ce que François avait commencé à évoquer à Lampedusa. Il parle donc de cette coopération, il parle aussi du devoir d'accueil, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Philippine, il faut que ceux qui arrivent s'acclimatent à un nouveau mode de vie, mais aussi, si c'est ouvrir nos frontières pour ouvrir nos frontières et voir ce qu'on a. Alors moi, je connais mieux Paris que d'autres villes, mais ce qui se passe dans la couronne parisienne, où en fait on a des bidonvilles dignes des pays les plus sous-développés. Moi, je veux bien que la migration soit géniale, mais en fait, il n'y a aucun respect des gens. Et ce que j'apprécie, c'est que même si le discours de Léon XIV est plus pragmatique et qui prend la question de la migration du départ jusqu'à son arrivée, dans son intégralité, il nous rappelle que derrière ces lois, toujours, il y a des êtres humains
et qu'en fait, il y a des responsabilités à toutes les étapes de la migration. À la fois dans les pays de départ, parce que il y a beaucoup de pays de départ qui ne sont pas mécontents de se débarrasser d'une partie de leur population. Bien sûr. Donc, et c'est là où les églises locales ont un rôle à jouer. Ou en Ils train de rappellent créer des circuits économiques. des circuits économiques. Nos pays, aujourd'hui, qui est pour la migration? Alors, ceux qui sont anti-frontières, mais aussi le système libéral, il est pour la migration. Parce qu'un sans-papier, ça coûte beaucoup moins cher. Bien sûr, Non. bien sûr. Donc, Mais en non, fait, mais bien le évidemment. système économique a besoin de ça. Bien sûr. Et là, il n'y a plus de dignité de la personne. Après, l'Église, elle rappelle simultanément que tout le monde devrait avoir le droit de vivre dans son pays et la possibilité de le faire, mais qu'il y a une liberté fondamentale qui est celle de construire sa vie où on veut. Et donc, il y a la liberté mais c'est pas un d'aller droit à au la bout du migration. monde. Il y a rappel d'un droit à la continuité historique. Donc, je viens d'une culture. Juste des pour droits du- ce que tu dis sur... alors de fait, chaque pape met des accents différents. Moi qui est pour profession d'étudier ce qu'ils disent, je suis très frappée par le fait qu'ils disent tous exactement la même chose. Oui. Et qu'en fait, si vous prenez le discours de 1998 de Jean-Paul II pour la Journée mondiale des migrations et que vous prenez le discours de Léon XIV aux Canaries il y a 3 semaines, c'est le même. Oui. C'est exactement Et la même Benoît chose. XVI disait la Et même chose. Benoît XVI à Malte dit exactement Absolument. la même chose que François à Lampedusa. Absolument. Exactement la même chose Absolument. sur la Méditerranée qui est un cimetière. Et Léon XIV retourne à Lampedusa là, le 4 juillet, ce qui sera sans doute un petit clin d'œil à ses compatriotes, mais il y a en fait une continuité, simplement il y a aussi des époques peut-être où on n'écoute pas de la même manière. Oui, puis je pense qu'il y a aussi le fait que chaque pape arrive avec son histoire, Bien sûr. et que François était petit-fils d'immigrés, et que Léon XIV, il est citoyen américain, et donc il a certainement une autre vision de ces enjeux-là. Il a vu au Pérou aussi ceux Oui. qui Oui, partent c'est Voilà. vers le nord à la recherche d'un On ne parle pas paradis assez qui du n'existe départ. pas, hein. Voilà. Et de la violence du départ. Mais moi, je pense qu'il y a une chose qui me frappe de plus en plus et qui me semble être... parce que ce mot immigration est devenu un mot de gesticulation politique, très souvent, dans un sens ou dans un autre. Soit dans les donneurs de leçons, soit dans des gens qui en font des boucs émissaires absolument parfaits. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, parce que l'immigration, ça ne veut rien dire. Si on a un problème en France, ce n'est pas l'immigration, c'est un certain type d'immigration qui est lié à l'islam, et notamment à l'islam politique. Et on ne le dit pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et le problème avec l'islam, c'est que c'est une religion où le partage des eaux entre l'intégrisme, ce qu'on appelle l'islamisme, et la religion du bon musulman de base, n'est pas extrêmement clair. Chez nous, c'est assez clair, avec les intégristes. Ça le devient de plus en plus. Il y a des débats. Non, mais quand même, c'est quand même relativement clair. Et je pense qu'il faut arrêter de parler de l'immigration en général. Ce qui inquiète beaucoup de Français, et moi le premier, c'est la conquête de territoires perdus de la République par l'islamisme. Et ça, c'est dangereux. Et je pense que là-dessus, il faut être barre de fer. Mais ce n'est pas les migrants et les immigrés qui sont méchants. Alors, si tu veux, là-dessus, Je te rejoins. je te rejoins à moitié. Je citerai l'exemple d'un continent que je connais pas mal, qui est l'Amérique du Sud, où il y a beaucoup de migrants vers les États-Unis, et les États-Unis ont un problème énorme de migrants catholiques. Oui, mais ce n'est pas le même problème c'est Ben, pas le même problème que l'islamisme qui arrive quelque part et où les femmes doivent sortir voilées des pieds à la tête. Non, je suis mais désolé, c'est pas le même problème. Ça pose un problème qui C'est est un autre qui est problème. qui est un problème lié à la migration, qui se manifeste Oui. aux États-Unis comme en France par des problèmes de violence, qui se pose par des problèmes de communautarisation, etc. Donc, alors, encore une fois, je n'ai pas dit, j'étais à moitié d'accord. Je suis d'accord avec toi que l'islam politique, en fait, et revendicatif, pose un problème palpable et concret. Ça c'est clair. Et de plus en plus, Mais bien plus qu'il y a 20 ans. La migration est un sujet en soi. Oui, non, mais et en particulier, si tu veux, quand tu as une confluence qui n'est pas du tout marginale entre des cultures, d'abord la culture française qui est en mutation profonde, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la France tranquille qui est dérangée par des migrants qui arrivent. Non, pas du tout. Il suffit de regarder l'IFOP et Fourquet avec ses boulangeries de ronds-points pour se rendre compte en fait, qu'on a en fait une espèce de confluence de trucs plus ou moins bourbeux avec des migrants qui arrivent avec
leur besoin de leur propre culture, leur tendance à une certaine communautarisme, parce que c'est humain. Quand tu arrives quelque part, tu ne commences pas par téléphoner à un Chinois qui ne parle pas ta langue, tu commences par Du reste, téléphoner. les Français, quand ils s'installent quelque part, c'est généralement dans un Exactement, quartier il français. il suffit d'aller à New York pour voir où habitent les Français, ils sont tous ensemble. Donc il y a ça, mais donc il y a un choc là-dessus. Alors là-dessus, une fois qu'on a dit ça, oui, tu as raison, l'islam, en tout cas dans sa version politique et très conquérante, nous pose des problèmes concrets, oui, ça c'est clair. Ouais, je nuancerais quand même ce que tu viens de dire, Jean, et je serais plus c'est que moi, dans ma petite paroisse de Cité, enfin ma paroisse, elle est au cœur de Pablo Picasso, la cité de Nanterre, une des cités dures. C'est vrai que la plupart des paroissiens sont issus d'immigration sur 1, 2, 3 générations, ou juste les quelques dernières semaines. Mais c'est sûr que le fait de partager une même foi, eh ben, c'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'on partage de notre foi, mais qui est une foi civilisatrice aussi. Nous partageons une même conception de l'homme, de la femme, une même conception de la dignité humaine, une même conception du rapport du religieux au politique. Parfois, il y a des discussions, mais il y a quand même un fondement commun. Donc, je crois quand même que l'intégration est plus facile. Elle n'est pas facile, elle est plus facile. Je crois que c'est quand même un des tabous de notre société, c'est d'oublier que la migration est un traumatisme. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des psychologues spécialisés dans le traumatisme de la migration. Et moi, on a des copains, ils accueillent toujours des migrants, c'est formidable. Et puis là, ils s'occupent d'une famille et le gamin va pas bien. Et là, tout d'un coup, ils nous disent, bah oui, du coup, il va voir un psychologue spécialisé en traumatisme de la migration. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de penser, de me dire, bah oui, quitter sa culture, sa famille, son histoire, c'est un traumatisme. Et ça, personne n'ose le dire parce que, en fait, ce serait une manière de repousser le migrant. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que la présidentielle, la campagne présidentielle, elle sera plus large. Et c'est là où je rejoins ce que tu viens de dire. C'est que la campagne, elle ne sera pas sur la question de la migration. Elle sera sur la question du mode de vie. C'est ça l'enjeu. C'est qu'est-ce qui nous unit encore dans notre pays ? Et comment une certaine migration vient percuter ce commun qui est déjà délité par l'individualisme de la modernité. Ouais, alors en fait, pour moi, il y a quand même deux sujets un petit peu distincts. Si on parle de l'islamisme politique, ça ne s'ancre pas que dans la question des migrations, en réalité. Complètement. C'est surtout quand même aussi beaucoup... on le voit chez des jeunes qui sont dans des quartiers pauvres, qui sont en quête de repères, qui viennent effectivement, qui sont issus 3e, 4e génération de migration, mais eux-mêmes ne sont pas du tout des migrants. Mais ils n'ont pas réussi, justement, tu disais, qu'est-ce qu'on a encore de commun ? C'est ça, je crois, le cœur de ce qu'il faut travailler, parce que pour beaucoup, c'est juste une recherche de repères. Eh ben, on va aller chercher ce qu'on me propose d'un petit peu dur à côté, et c'est très différent, à mon sens, de la question des migrations. Enfin, voilà, pour moi, il y a vraiment deux sujets distincts. Cette génération-là, Oui. elle est presque désintégrée par rapport à la génération du dessus. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents étaient plus intégrés dans la société française mais moi je l'ai que vu. cette génération. Bien sûr. En fait, on a un phénomène de désintégration. C'est terrible. D'ailleurs, quand ils Adhésion à un rentrent projet dans commun. leur famille, dans leur pays, ils sont très très mal accueillis. Ah oui. Ils Et moi, je l'ai vu, ils sont nulle part. moi, je l'ai vu dans mon enfance part. jeunesse, des assimilations parfaitement réussies. Complètement. Et Pierre, prudemment, il ne dit plus rien depuis 10 minutes. Non, moi, j'allais dire, Pierre, il est désintégré. je remercie François d'avoir eu le courage de dire des choses qui ne sont pas faciles à dire et il les a dit. Bravo. Moi, j'avais une nuance à apporter, c'est de dire en même temps, si on regarde du point de vue de l'insécurité, il me semble que pour beaucoup de ces jeunes qui aujourd'hui font parler d'eux dans les médias, c'est précisément pas des petits musulmans. Hein. C'est probablement des gens qui ont eux-mêmes un vrai problème d'identité du point de vue de la nation, mais du point de vue même de la religion, et qui sont en fait assez loin de tout ça. Et je pense que dans des quartiers où les mosquées sont finalement assez actives, mystérieusement, paradoxalement, il y a une forme d'enrôlement et de jeunes qui rentrent dans le rang, etc. Pour faire quoi, je ne sais pas. Et peut-être qu'on aura des problèmes demain, ça c'est vrai. Mais en fait, moi je serais beaucoup plus anxieux encore de voir des jeunes sans aucune forme d'idéal, aucune forme de transcendance qui amène ce désespoir, ce nihilisme et finalement C'est des catastrophes. Otto de Habsbourg, qui avant de mourir avait donné un dernier entretien à KTO et disait que pour lui le salut de la planète c'était l'alliance entre les chrétiens et l'islam pour faire exister la dimension transcendante de l'homme.
contre le matérialisme Ouais. qui tuait toute espérance. On a Ça- le droit de ça- pas être La d'accord. réalité des cités est plus Ben, complexe. moi, hein. j'ai- Il y a moi, vraiment une moi, zone j'ai grise beaucoup entre de la mal à être drogue, d'accord avec les Otto barbus. de Habsbourg. Ouais. Autant C'est avec quand le même des zones judaïsme, grises, hein. oui, mais Ces liens entre les barbus, Là, la drogue ça, dans c'est les un cités, clivage, plus ce sera complexe. peut-être le prochain sujet Ouais. de cette émission, mais c'est le clivage entre ceux qui pensent qu'effectivement cette alliance que tu viens d'évoquer pourrait lutter contre le matérialisme et ceux qui pensent au contraire que, au fond, tout le monde devrait s'allier contre l'islam. Je pense que c'est un peu, évidemment, dans les deux cas, une vision un peu binaire. Bon, voilà, pardon. enfin, je Alors, parlais, ça fait je parlais partie- pas des gentils musulmans. hein. Ça fait partie des difficultés que le pape souligne d'ailleurs dans son encyclique, mais pas seulement, et qu'on peut expérimenter tous là où on est. C'est la difficulté quand même grandissante à débattre en acceptant l'idée que d'autres ne soient pas d'accord et que on a le droit de ne pas être d'accord sans être nécessairement ennemi. Et sans vouloir réduire l'adversaire en fine poudre à grands coups de marteau. Est-ce que vous l'expérimentez Quel regard vous portez là-dessus? Bah, tu vois, Philippine, tu disais que l'émission, elle avait 10 ans. Ouais. Et il y a 10 ans, c'était peu ou prou la folle, les fous débuts de Twitter. Ouais. Et moi, j'ai adoré cette période où des gens très différents s'interpellaient, se répondaient, argumentaient, etc. Il y avait un moment, moi je trouve un âge d'or un peu incroyable où des gens qui parfois d'ailleurs se regardaient consciencieusement comme à bonne distance, amorçaient un dialogue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 10 ans après, ce dialogue-là n'existe plus. Twitter lui-même est devenu un lieu clivant, j'allais dire par essence ou par nature aujourd'hui, et on voit bien que même sur d'autres réseaux, ces discussions-là sont beaucoup plus difficiles à tenir. Je trouve qu'on a perdu. Les médias n'ont jamais été aussi nombreux, mais en fait, il y a moins de lieux de rencontre. Ouais, et moi, pour aller complètement dans ton sens, je sais que maintenant, avant de poster sur désormais X, même si je veux mettre une blague, en fait, maintenant, parfois, je m'abstiens, parce que je me dis, il y en a qui vont encore mal le prendre. Mais il me semble qu'en fait, c'est peut-être justement cet effet réseaux sociaux, cet effet bulle qui s'est appliqué à notre société. Mais je crois que c'est quand même très lié au réseau. Quand on n'a pas un visage en face de soi, avec qui on peut parler, avec qui on peut dire clairement, on n'est pas d'accord. Cependant, je pense qu'il y a aussi un côté très chrétien au fait d'avoir du mal à être en désaccord. Je crois qu'on a toujours une ligne de crête dans notre foi entre l'unité et l'uniformité. On a vraiment du mal, je pense, en Église, à se dire ouais, je suis pas d'accord avec machin, mais c'est pas grave, c'est mon frère, c'est ma sœur, et à se rappeler que c'est le Christ qui nous unit. Et je pense que c'est jamais très simple de dire je suis pas d'accord avec toi dans l'Église. Il y a peut-être une difficulté qui vient d'une espèce d'approche politique où on veut tout régler en fait par des affrontements de groupe en fait. Moi, je suis le groupe de je sais pas quoi de droite, des cathos de je sais pas quoi. On a des échanges électoraux, on se fout dessus vertement éventuellement. Malheureusement, je pense que ça règle rien, même si c'est les règles le plus souvent adoptées en fait. Peut-être d'ailleurs que, comme ancien responsable des AFC, je sais que j'avais un problème fréquent à gérer, qui était que quand on était plutôt dans le dialogue et dans la compréhension du pourquoi l'autre raisonne aussi mal. C'est intéressant quand même. Est-ce que c'est juste parce qu'il est de mauvaise foi ce qui est en général la réponse des adhérents d'ailleurs. Et bien on trouvait en fait que les responsables des AFC étaient trop mous. Donc je pense qu'on a un système démocratique qui donne une prime énorme en fait au contact dur en fait. Et ça c'est quand même un problème. Ce qui fait du bruit. Alors c'est vrai que, et là je suis d'accord avec toi, depuis Aristote d'ailleurs, on est un peu aristotélicien quand on est catholique, en fait Aristote c'est quoi? C'est celui qui était à la fois Socrate et Platon. Donc c'est un homme de synthèse, et quand on est un homme de synthèse, on a l'impression en fait de vendre son âme, en fait on est un ventre mou, et moi je pense qu'on a intérêt à redécouvrir le fait que l'autre, même dans sa maladresse, dans son péché, dans ses intérêts personnels, dans tous les défauts qui le caractérisent, qui ne me caractérisent évidemment pas, il est quand même porteur de trucs intéressants. Mais moi, je pense que tu as raison, mais pour répondre
à Philippines, moi je pense qu'il y a encore des vraies possibilités de dialogue, et moi je l'expérimente avec des frères et sœurs en Christ avec lesquels on peut ponctuellement sur telle chose ne pas être d'accord, alors que sur d'autres on est tout à fait d'accord. Et on se dit, ah bon, c'est bizarre, parce que là-dessus on est d'accord et là on n'est pas d'accord. Ce qui rend, à mon avis, le dialogue très difficile, et ça revient peut-être un peu à ce que disait Pierre, et je le vois grossir, c'est la posture qui est de dire, ma position est la bonne, et en plus c'est celle du bon chrétien. Et alors là, quand on est là-dedans, c'est-à-dire quand on est sûr que sa position est celle du bon chrétien, alors c'est sûr que là, le dialogue n'est plus possible. Mais sauf que globalement, c'est quand même un truc assez partagé. Oui, on l'a à droite et à gauche. Non, mais tout à fait. Toute une partie de gens qui vont dire si tu penses pas pareil, c'est de pire en pire. C'est que tu n'as pas lu l'Évangile, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Mais c'est de pire en pire. Et tu vas avoir chez les jeunes, et notamment nos jeunes catéchumènes ou chez les jeunes cathos, un désir aussi d'affirmer sa foi et d'être beaucoup plus ferme dans le rapport au monde et beaucoup plus dans un rapport de force. Et si tu l'acceptes pas, c'est que tu es tiède et que tu n'es pas un bon chrétien. Mais tu vois, des situations comme ça, quand j'étais aux AFC, on en a vécu pas mal, certaines avec succès, qui étaient... on se rendait compte qu'on était en très fort désaccord avec d'autres mouvements familiaux qui étaient très marqués idéologiquement et très différents en fait des AFC. Mais quand on saisissait ensemble un dossier, on arrivait très souvent en fait à construire des trucs ensemble. Ça montre une chose, c'est que en fait, et c'est un peu le problème de Twitter, c'est qu'en fait la parole, c'est très loin de la vie d'une certaine manière. Alors que quand on travaille un vrai sujet et qu'il faut faire quelque chose, on est plus proche de la vie. Et ça, c'est intéressant. On t'a interrompu. Non, mais je veux dire, parce que moi je pense à ce livre extraordinaire de Louis Bouillet, qui date de 1968 et qui s'appelle « Décomposition du catholicisme », que Paul VI a pleuré en le lisant, tellement il avait vu que c'était la réalité de l'Église, où Bouillet disait le problème du progressisme et de l'intégrisme, c'est que c'est deux camps d'ailleurs qui sont des frères jumeaux, qui veulent expliquer aux autres que c'est eux le vrai christianisme. Et Bouillet disait, c'est la décomposition du catholicisme. Moi j'ai eu la chance, et je pense que c'est très important. Et c'est même une grâce de tomber il y a quelques années sur un texte qui donne, alors je suis désolée, je voulais retrouver les références avant de venir, qui date de 1972-74, qui est un texte de la Conférence des évêques de France sur comment une pratique chrétienne de la politique. Et dans ce texte, il y a quelque chose d'absolument génial, moi qui vraiment dont j'essaye de faire une règle de vie dans le débat, et je débat régulièrement sur une radio concurrente, qui est que nous ne pouvons pas atteindre la vérité seuls, et que pour atteindre la vérité, il faut être plusieurs, et donc de là découle, alors moi c'est la question politique qui m'intéresse, la nécessité du pluralisme en politique chez les chrétiens. Oui. Et je trouve ça... Moi, ce texte m'a éclairé, et la fin du paragraphe sur cette question-là se termine par « Nous pouvons faire cette expérience du pluralisme en politique entre chrétiens qu'à condition d'avoir fait l'expérience de l'humilité et du pardon. » Et en fait, c'est ça. Et moi, je trouve que la difficulté, c'est que nous sommes campés, et ça, c'est naturel, parce que c'est le péché originel, dans des postures, et que si nous rentrons dans un débat finalement très socratique, dans l'idée que l'autre peut m'apprendre quelque chose et me faire avancer, là, nous pouvons. Et moi, je trouve assez génial. Alors moi, voilà, les téléspectateurs me connaissent, je suis plutôt une sociale conservatrice. J'ai l'avantage, il n'y a pas de parti politique en France qui représente ça. Donc, je suis assez libre. Mais je débat avec des gens de gauche, des gens plus à ma droite. Je suis souvent à droite des gens de gauche, à gauche des gens de droite, et je ne suis pas au centre. Donc, je ne sais pas où j'habite. C'est parfait. Moi, ça m'arrange. Mais j'avoue qu'en fait, on arrive tous sur les questionnements politiques avec une vie, notre histoire personnelle. Donc, nous arrivons en regardant ces questions avec nos urgences personnelles. Et ce qui est important, c'est que mes copains de gauche vont faire émerger des sujets que moi, je ne ferai pas émerger. Mes copains de droite, pareil. Et que c'est ensemble que nous ferons émerger. Et sur la question de la migration, c'est ça. Fait émerger une Ouais, c'est scandaleux de dire ça. Non, mais tu le vois ou pas? Non, en fait, je suis très d'accord. C'est un texte à la conférence des évêques. Je vais dire exactement la même chose avec d'autres mots. On a parlé d'une église comme d'un archipel, avec des îles indépendantes les unes des autres qui ne se parlent plus. C'est une vraie tristesse. Moi, je voudrais témoigner que je participe à une forme de conseil national de la solidarité animé par les conférences des évêques de France.
où il y a effectivement le CCFD jusqu'à l'Ordre du Saint-Sépulcre, donc vraiment tout le spectre de l'action solidaire J'ai failli prendre une baffe. Bam et diaconale. Bam Il aime Et- pas Il la y aura en droite, poudre hein. après. Et en C'est la fait- question de la vérité, là. Et en fait, on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on aurait envie de dire avant les présidentielles. Précisément, si on s'écoute, on n'a plus rien à se dire de commun. Ça, c'est un vrai drame, c'est que objectivement, on n'est plus du tout d'accord sur la plupart des sujets. Si on laisse parler les gens en vérité, on n'est vraiment pas d'accord. Dont acte. Et du coup, pour moi, un des critères ou un des axes de progression, c'est de se dire, à défaut de donner un contenu commun, que peut-être on n'a plus, est-ce qu'au moins on aura l'esprit des béatitudes, quoi ? Est-ce qu'on va pouvoir le dire avec douceur, avec la paix, avec le sentiment d'être des assoiffés de justice, même si nos centres de polarité de la justice ne sont pas les mêmes. Mais est-ce qu'on va tous être des fils et des filles des béatitudes ? Pour moi, ce n'est pas que des mots. Je crains que malheureusement, là-dessus aussi, on est déjà un peu perdu et renoncé pour une part. Non, mais il y a une synthèse de ce que vous dites tous les deux, c'est que de toute façon, la diversité individuelle est indispensable. Mais indispensable. On est une Donc, église donc il faut universelle. la vivre. Mais après, il faut la vivre, c'est-à-dire il faut lui donner du temps. En plus, il se trouve qu'on est quand même assez alourdi par des défauts, par etc., des appartenances, des trucs. Et donc, on a encore plus besoin de temps. Et c'est là où, en fait, il faut s'inscrire non pas dans le contexte d'une échéance électorale. Ça met le couteau dans les reins et ça pousse pas à la polarisant. subtilité. Ça, exactement. Et puis, ça pousse plutôt à la haine qu'à l'amitié durable. Donc, il faut s'inscrire dans le temps avec une ambition qui est celle, en fait, de faire évoluer, c'est-à-dire de construire ensemble, à partir de ce que l'on a été, ce qu'on appellerait tradition, pour construire en fait la culture qui va être notre commun en fait. Et donc, et ça, une culture, ça ne se construise pas comme ça, juste parce qu'on a débattu à des hauts et des bas. Non, même si c'était bien sympa quand même. On arrive pas loin de la fin de cette émission, dans tous les sens du terme. Du coup, je me suis dit que ce n'était pas tout à fait opportun, ou plus exactement, Honorine, qui est la rédactrice en chef de cette émission, m'a aidé à comprendre que ce n'était pas opportun de se quitter sur des conseils de lecture pour l'été. Mais peut-être quand même, est-ce qu'il y a une chose dont vous vous souviendrez de vos participations, une rencontre, une parole, quelque chose, parce que c'est que de la télé, il ne faut pas se mentir non plus, c'est pas très grave. Justement, je crois que ça a permis. Moi, j'ai été très touchée de rencontrer des chrétiens super différents. Et parce que là, les téléspectateurs voient l'antenne, mais il y a des moments très sympas hors antenne aussi qui sont partagés. Et je pense que, à notre mesure, on bâtit aussi la fraternité chrétienne ici. C'est beau. Moi, j'étais beaucoup secoué par ce que les autres disaient. Hein. Parce que vous avez invité des gens qui me ressemblaient certainement pas tous. Hein, et que moi, j'aime beaucoup me faire balader un peu comme ça par ce que les gens racontent. Je crois que pour le monde extérieur, on se ressemble tous, alors qu'en fait, la richesse de ce plateau, c'est qu'on était tous différents. Et moi, je ne peux pas retenir un seul moment. Il y a les moments avant, c'est sûr, on rigole. Mais moi qui viens plutôt de l'analyse politique, j'ai envie de dire que ce qui nous a animés, c'est ce qu'on appellerait en politique une amitié politique. C'est-à-dire qu'un sens de quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit, qui est cet amour du Christ. Et l'Église est universelle dans toute sa diversité. Et là, c'était une petite représentation de l'universalité. Et moi, je suis partie à chaque fois en me disant... C'est dingue, j'étais d'accord avec un tel. Et il y en a qui s'en souviennent, parce qu'il y en a même qui ont dit « c'est pas possible qu'on soit d'accord ». Je citerai Adrien, voilà, notamment Adrien, pour lesquels j'ai une profonde estime. Oui, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait, que parfois on pouvait se surprendre à être étonné par ce que quelqu'un en plateau avec lequel on avait déjà été, on pouvait imaginer que sur telle question il dirait quelque chose d'un peu différent. Et là, ça rend... ça rappelle qu'en fait, on n'en sait rien et qu'on n'est pas dans le cœur des autres et qu'on n'est pas... et qu'en fait, il faut toujours être ouvert à ce que... on est surpris. Voilà. Et quand on est surpris par les autres, c'est généralement... Plutôt chouette. C'est généralement bien. Du coup, moi, j'ai un peu de tristesse parce qu'on est tous en train de se dire que cette émission était géniale, D'accord. qu'elle répondait à une vocation sans équivalent. Et ce soir, on va la fermer. Et moi, ça me fait pas ça me fait pas plaisir. De partir, si tu veux. Et de fait, moi, je rejoins ce que dit François aussi. Je trouve que très souvent, on se lit sur les réseaux sociaux,
On se connaît un peu quand même. On se le dit pas trop, mais enfin, on se surveille un peu, on se contrôle, machin. Et en fait, je trouve que quand on parle en présentiel, en vrai, même si c'est de la télé, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pudeur, de respect que parfois, justement, les réseaux sociaux ne laissent à penser. Et j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'intelligence. Moi, j'ai jamais vécu une seule de ces émissions avec des clashs retentissants. Il paraît qu'il y en a eu un ou deux. Peut-être que les gens le chercheront d'ailleurs dans les archives de YouTube. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait le plus souvent beaucoup de respect. Peut-être même un manque. Parfois, c'est peut-être ça qui a manqué un peu. Quelqu'un qui aurait pu dire, de façon chrétienne, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est arrivé pas mal. Ça peut arriver quand Mais même. en fait, tu es tellement pacifiant par mais ta bien présence. sûr. D'accord. Dès que tu es là, Jamais Merci. Non, mais il y a quand même une parole d'évangile qui dit quand trois sont réunis en mon nom, là Je on sais, était mais- quand même 6 réunis en son nom. Rien que pour ça. Et c'était. Voilà. Absolument. Chers amis, ce soir, c'était donc la dernière de Déo et Débat. La première, c'était le 11 novembre 2016. On avait parlé de l'élection de Donald Trump, de Saint-Martin, de la commémoration des attentats du 13 novembre en France, et puis de la bataille de Mossoul qui avait lieu à l'époque. Il y avait 5 cathos engagés qui avaient bien voulu livrer leur approche personnelle de ces événements. Ils n'étaient pas spécialistes de ces sujets, ils n'étaient pas d'accord entre eux, mais ils acceptaient de penser qu'une part de vérité existe précisément dans la pensée de l'autre, ou en tout cas qu'on peut la chercher ensemble. Aujourd'hui, en vérité, il nous a semblé qu'il devenait difficile, pour ne pas dire impossible parfois, de partager ces réflexions sans subir immédiatement les foudres de ceux qui pensent autrement, chacun étant la plupart du temps tout à fait sûr d'incarner le camp du bien. On finirait par n'avoir le choix qu'entre le tiède ou le brutal, et nous refusons de choisir. Il nous faudra donc réinventer d'autres manières de faire exister ce débat. Mais ce soir, je ne pouvais pas terminer l'émission sans remercier ceux qui ont pris ce risque et qui sont venus. Dominique Quignot, Philippe Deroux, Farage Benoît Camura, Émilie Tardivelle, Erwan Lemoredec, Christiane Rancé, Rémi Brague, Jean-Marc Potvin, Pierre-Marie Dumont, Guillaume de Prémar, Tugdual Alderville, Jean-Louis Schlegel, Jérôme Vignon, Albéric de Serran, Paul Picaretta, Marie-Hélène Lafage. Merci aussi à Jean Duchesne, à René Poujol, Laurent Landette, Émile Duport, Natalia Trouillet, Joseph Touvenel, Henri Hude. Merci à Valérie Régnier, à François Morinière, à Raphaël Cornu-Ténard, à Mélanie de Brabant, à Pierre Tecky, à Jean de Saint-Chéron, à Michel Cole, Xavier Geffrier, Arnaud Boutéon, Adrien Louandre, Marion Maillard, Sophie Rouberti, Thérèse Dussartel, Janvier Onglat, Louise Geffrier, Jean-Marie Andrès, François Huguenin, Clotilde Brossolet, Pierre Durieux, Isabelle de la Garandrie. Merci d'avoir osé nous donner votre avis, d'avoir osé partager vos réflexions. Merci de vous être parfois disputés en restant fraternels. La plupart du temps, il n'y a eu qu'une seule brouille au cours de ces 10 années. Et c'était une joie de présenter parfois les uns aux autres des gens qui n'avaient a priori pas très envie de se connaître et qui pourtant ont résisté à la tentation des anathèmes et des brevets de catholicité. Merci aussi bien sûr aux équipes de la rédaction, de la technique, de la production, au pôle web et à tous ceux qui ont contribué à porter ce projet. Je suis souvent sortie de ce plateau en ayant appris quelque chose, en ayant entendu une question, une remarque que je ne m'étais pas formulée de cette manière. Et au fil de ces 10 années, vos réactions, chers téléspectateurs, ont témoigné que vous aussi, je m'en réjouis parce que c'était le but de la proposition. Et je vous dis à bientôt autrement.